Docteur Fauré, merci d'être avec nous ce soir. J'ai une question bateau, mais qui peut-être ouvre un certain nombre de réponses non prévisibles. On va tous mourir, sauf peut-être quelques personnes exceptionnelles, parce que je sais qu'il y a certaines personnes exceptionnelles qui ne mourront pas dans cette salle ce soir. Mais a priori, on va tous mourir. Dans 100 ans, il n'y a pas un de nous qui sera encore ici. Pourquoi est-ce que c'est tabou? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais dans notre société? On en a parlé dans notre société, mais quand on regarde tous les siècles passés, il y avait toutes des traditions, des rituels et un ensemble de codes et usages sociaux qui parlaient de la mort avec une proximité. Quand il y avait quelqu'un qui décédait dans un village, le prêtre rentrait, il y avait tous les gens dans la rue pouvaient le suivre, les enfants avaient une proximité, donc ils s'étaient familiarisés avec cela. Et on s'est rendu compte dans les années 50, 60, avec la montée en pression de la médecine, il y a eu un transfert du mourir, du prendre soin du mourir, de la maison à l'hôpital, ce qui était une très bonne chose pour faire bénéficier vraiment de la qualité des soins. Sauf que, en quittant le champ social, loin des yeux, loin du cœur, je dirais, il y a eu une perte progressive de cette connaissance intrinsèque ancestrale de la mort, et c'est devenu de l'ordre du médical, des soignants. Et progressivement, n'étant plus sous le regard, il y a une distance, et la distance a créé une peur, et la peur crée progressivement l'exclusion. Et on s'est rendu compte dans les années 80, avec le sida notamment, 80-90, que ce mouvement ne pouvait plus durer, et avec le mouvement notamment des soins palliatifs, on a commencé à essayer de réintroduire le mourir à domicile, l'hospitalisation à domicile, pour réapprendre à côtoyer la mort. Mais il y a eu une double incidence sur cette mise à distance et cette peur de la mort, de notre société aussi, qui veut que les choses aillent très vite et qu'on cache tout ce qui est de l'ordre du triste, du sombre, du malheur. C'est que, perdant ce savoir ancestral sur l'approche de la mort, on a ici perdu le savoir ancestral autour du deuil, de l'accompagnement des proches en deuil, et notre société s'est complètement dépouillée de tous les rituels, veillée des morts, qui commencent maintenant à revenir. On n'a plus de code vestimentaire. Il y a une maman qui a perdu son petit, après 6 mois dans le métro, personne ne prend soin d'elle, parce qu'il n'y a aucune marque qui signifie qu'elle est dans cette souffrance-là, ou même 1 an après ou 2 ans après la perte de son conjoint, il n'y a rien qui signifie qu'on a perdu son compagnon ou sa compagne. Donc il y a vraiment une mise à distance qui a généré une peur et qui génère une exclusion et qui génère donc une souffrance complètement inutile, puisqu'on parle du deuil. Il y a une souffrance complètement inutile de notre société qui a des attentes terribles par rapport à la personne en deuil, d'aller vite et de raccourcir un processus qui ne peut pas être raccourci. Et on verra ce soir qu'il est beaucoup plus long qu'on l'imagine, et ceci de façon complètement normale. C'est un tabou, et il faudrait... Et des réunions comme aujourd'hui, ça contribue à lever ce tabou, je crois. Alors, il y a quelque chose qu'on découvre dans votre approche, dans vos travaux, c'est le fait de voir effectivement que le processus de deuil est un long processus. Et dans une vision comme la mienne, par exemple, étant confrontée à la mort d'un proche, je me disais, ma réponse de deuil, c'est « bon, je suis costaud, je fais face, voilà, c'est réglé ». C'est pas ça, alors? Non, vraiment pas du tout. Imaginez tout simplement, vous avez un accident avec une profonde blessure au bras, profonde blessure au bras. Il y a une intelligence intrinsèque à notre corps qui, au-delà de notre volonté, au-delà de notre décision, va mobiliser tout un système de cicatrisation de cette plaie, avec une intelligence incroyable de refaire les tissus exactement. Ça veut dire qu'au bout du compte, il y aura une plaie, une cicatrice à tout jamais. Le deuil ne sera jamais, après, sera jamais comme avant. Il y a une cicatrice qui est là, et cette sagesse de notre corps vise à préserver l'intégrité du corps pour éviter d'avoir cette plaie béante qui nous met en danger. Le processus de deuil, c'est exactement la même chose, mais au niveau psychique. Il y a une blessure psychique extrêmement profonde, et il y a en nous, au-delà de nous, de notre volonté, de notre force de caractère ou pas, au-delà de nous, il y a un processus de cicatrisation psychique qui se met en place de façon universelle pour nous tous et qui vise à cicatriser cette plaie psychique intérieure.
Et là encore, il y aura toujours une cicatrice qui fera plus ou moins mal. Donc on n'est pas du tout dans une idée de deuil égale tourner la page, oublier, passer à autre chose, ça n'a rien à voir. Le processus de deuil, c'est un processus de cicatrisation. Donc c'est un premier aspect, un processus qui est là de toute façon et qui nous est indispensable. Sinon, on meurt psychiquement. Il est indispensable, ce processus. En revanche, quand on parle de travail de deuil, c'est quoi alors ? Tout comme on va prendre soin de cette plaie, on va mettre des pansements, on va la nettoyer, on va faire en sorte d'accompagner du mieux possible ce processus de cicatrisation. De même, le travail de deuil est une façon de mobiliser des choses pour accompagner ce processus qui de toute façon se passera. Donc il y a vraiment deux choses, hein. Un processus de deuil universel, qu'on le veuille ou non, il se place parce que c'est indispensable et nécessaire pour nous, et un travail de deuil qui est une décision volontaire de dire comment je peux accompagner du mieux possible cette souffrance qui est là pour essayer que ce soit le plus harmonieux possible. Donc c'est nous tous, c'est vraiment indispensable à nous et pas du tout d'oubli. C'est un processus qui est identique pour tout le monde ? Le processus est identique pour tout le monde. Vous vous blessez, et il y a des processus universels qui font qu'on aura la même série de séquences biologiques pour cicatriser. De même, psychiquement, on a le même processus intérieur. Sauf que la façon de le vivre est différente. Par exemple, le processus sera différent si on a accompagné son enfant d'une leucémie pendant 2 ans, et si on a perdu son enfant parce qu'il vient de se suicider en se pendant dans sa chambre. Là, il y a des paramètres qui font que le processus a des facteurs de gravité autour. Mais le processus est le même, avec les mêmes étapes. Mais c'est simplement, il y a aussi le processus de deuil vient sur une personne. Ça peut être une personne qui est très bien structurée, très bien ordonnée, avec un gros réseau amical de soutien, avec des ressources intérieures importantes et extérieures, mais ça peut aussi survenir sur une personne qui a d'énormes fragilités intérieures, qui a des antécédents dépressifs. Donc ce processus sera coloré aussi par la nature de la personne. Et il y a plein d'autres paramètres. Et un autre paramètre, c'est la nature de la relation avec la personne. Si on a une relation apaisée, sereine, le deuil portera cette coloration d'apaisement, de sérénité. Si elle a été conflictuelle, dans une violence, dans du non-dit, elle peut être très colorée, par exemple, de colère ou de culpabilité ou de mal-être profond. Donc on voit qu'il y a le processus est le même, mais il y a plein de modalités différentes qui font qu'il est unique d'une personne à une autre. On va en venir donc aux 4 étapes que vous expliquez sur le processus. Mais avant, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, comment est-ce qu'un médecin psychiatre comme vous s'intéressait à cette question-là ? Ça a commencé en fait par le travail dans les soins palliatifs. Quand j'étais bébé médecin, mon dernier stage d'externe en tant que médecin, c'était à l'hôpital Pasteur, à l'hôpital de l'Institut Pasteur, et c'était en 87, là où il y avait le sida sans aucun traitement. Donc les gens mouraient. Et suite à cela, j'ai décidé de m'engager pendant 10 ans dans l'association AIDE, pour l'accompagnement des personnes touchées par le sida. Et là, je perds des pieds, parce que j'étais tout jeune, hein, j'étais un bébé, et il n'y avait pas du tout d'assise intérieure pour se confronter à autant de pertes, autant de violence de la perte de la mort. Et donc, je suis allé gratter à la porte d'une unité de soins palliatifs à Villejuif, et là, Michel Salaman, qui est une des pionnières en soins palliatifs en France, m'a ouvert la porte et a dit « Christophe, apprends tout ce que tu veux ». Et là, progressivement, je me suis focalisé sur l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est une partie de mon activité, et sur le deuil, parce qu'il y avait vraiment la conscience qu'il y avait 2 choses. À la fois une méconnaissance de notre société qui rajoutait une souffrance supplémentaire inutile car liée à la méconnaissance du deuil, et un deuxième axe qui est essentiel pour moi, c'est que je suis ancré dans la conviction qu'il y a un chemin, c'est un processus. Le deuil, ce n'est pas un état fixe, et il y a des étapes, et au bout de ces étapes, il y a une véritable reconstruction intérieure, mais qui est extrêmement lente et douloureuse, et c'est cette conviction-là, sinon ce serait maso d'être dans que de la souffrance tous les jours, mais il y a cette conviction qu'il y a une présence intérieure de la personne qu'on a perdue qui s'installe, et que ce n'est pas juste une notion psy comme ça, que c'est une réalité, une expérience intérieure, et que c'est cette conviction qu'en accompagnant les personnes,
il y a cette issue-là. Donc au fil du temps, je suis allé dans cet axe-là, et maintenant je me focalise beaucoup plus sur les deuils traumatiques, les violences, après essentiellement le suicide, mais homicide ou d'autres choses des morts brutales, violentes, parce qu'il se rajoute là-dessus une composante post-traumatique qu'il est important de prendre en compte également. Donc c'est ça le trajet, c'est partir des soins palliatifs et c'est arriver au deuil traumatique. Et alors si on devait donc poser rapidement ces 4 étapes, est-ce qu'on peut entrer dans le détail justement de ça? Les 4 étapes, bon, il peut y avoir 5 étapes, 6 étapes, c'est juste pour décrire le processus, mais il est important à connaître, et sans entrer vraiment dans le détail, il y a des points essentiels dans ce processus de deuil. Première étape, c'est la phase de choc, c'est le coup de téléphone du gendarme qui annonce un accident sur la route, c'est le dernier souffle de son compagnon, la chambre d'hôpital. Et là, c'est tellement énorme, c'est tellement absurde que notre esprit, au-delà de nous encore, ce n'est pas une décision qu'on prend, va mettre des protections psychiques entre nous et cette douleur pour éviter d'avoir mal. Donc ça fait comme si on coulait en nous une espèce de chape de béton pour mettre à distance la souffrance. Sauf que ça a aussi pour effet d'anesthésier. Et pour ceux d'entre vous qui ont connu ça, vous savez bien qu'il y a pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, un état d'irréalité. Comme un zombie, on fonctionne comme un robot, on commande un cercueil, c'est absurde, on va faire les courses pour accueillir les proches, on prépare la cérémonie, et curieusement, on ne va pas si mal parce qu'on est anesthésié et on est dans quelque chose qui est d'une fébrilité, dans un stress biologique aigu aussi, il y a une composante biologique. Ça, c'est la première étape, et la deuxième étape consiste après toutes les obsèques, les proches sont rentrés à la maison, on est là dans son canapé à la maison, et dit ok, mon enfant est mort, mon compagnon est mort, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Comment on vit ça? Et là, il y a une deuxième étape, et elle est souvent méconnue, cette deuxième étape. Je l'appelle la phase de fuite-recherche, qui va durer entre 6, 8, 10 mois. Et qui constitue une étape, fuite de quoi? Fuite de la souffrance. On sent qu'il y a un tsunami de souffrance qui arrive derrière soi, à toute vitesse, et on croit que si on court suffisamment vite devant, on ne va pas être rattrapé. Et ça se traduit comment ça? Par une espèce d'agitation pendant les premiers mois, où on se remplit d'activités. Un exemple typique, un homme qui a perdu son petit, il va au travail à 7 heures, il rentre à 22 heures, il bosse, il prend du travail à la maison le week-end, pour vraiment pas penser, ou alors faire plein d'activités. Et voilà, c'est la première chose, essayer d'être une activité très fébrile pour ne pas rencontrer cette souffrance-là. Et c'est légitime, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, ça s'impose à soi. C'est indispensable à comprendre, ce n'est pas un choix, ça s'impose à soi. Et le deuxième aspect de cette deuxième étape, c'est la phase de recherche. Il y a quelque chose d'essentiel. On a besoin, quand on tend la main, de toucher quelque chose de la personne qu'on a perdue. C'est-à-dire, on a besoin de toucher les pulls, les vêtements. Et donc on va garder les vêtements, parfois pendant 1 an et demi, ce qui est normal. On a besoin d'avoir l'odeur, les eaux de toilette, on les garde, on garde le doudou qui a l'odeur de l'écaillé ou du vomi du petit, mais on le garde parce que les draps, parfois on ne les lave pas. Et tous ces comportements peuvent être étranges pour les proches, mais c'est un besoin qui est là. Donc toucher, sentir, entendre, et parfois on peut garder le forfait téléphonique pendant 1 an ou 2 ans, juste pour avoir la voix de mes répondeurs automatiques. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre toucher, sentir, voir les photos partout dans la maison pendant 1 an, 2 ans, c'est normal, etc. Donc cette phase de recherche fait qu'on a besoin encore et encore. Je ne suis pas trop long là. Pas du tout. Vous êtes pressé, vous? Je suis bavard, c'est pour ça. Je ne laisse pas la parole. On a besoin encore et encore de recréer le lien. Parce que, petite parenthèse, le processus de deuil, c'est aussi un processus de cicatrisation, mais une autre façon de le voir, c'est de passer d'une relation extérieure objective avec la personne qu'on aime à une relation intérieure subjective qui est une expérience de sa présence puisqu'elle n'est plus dans le monde. Et tout ce mouvement, c'est ça le processus de deuil. C'est ça, rien à voir encore avec oubli ou passer à autre chose. C'est un mouvement d'intégration du lien. Mais au début, le lien, reste extérieur.
On a besoin d'être en lien avec quelque chose d'extérieur parce que ce n'est pas encore construit à l'intérieur. Donc les photos, les vidéos, les pulls, les choses, et parler de la personne encore et encore et encore. Et ce besoin-là, il ne se tarit pas rapidement. Donc ça tient 6, 8, 10 mois, les proches, ils accompagnent tout, mais à un moment donné, les proches, ils en ont marre, n'est-ce pas? Rabada. Et ce qui fait qu'après 10 mois, quand ils arrivent à la maison, ils disent attends, les photos de ton mari partout. Non, non, nous on ne peut plus. Et on est obligé d'enlever les photos, ou quelques photos. Le répondeur automatique, attends, quand on appelle et qu'il y a ton fils, c'est sur le répondeur automatique, non, c'est plus possible. Et on efface la cassette. Il a fallu laver le doudou, il a fallu peut-être ranger certains vêtements, etc., etc. Donc au bout du temps, il y a beaucoup moins de soutien extérieur social pour accompagner ce mouvement-là. Et c'est là où notre société se prend les pieds dans le tapis, parce qu'on commence à dire « Attends, c'est plus tout à fait normal, là. Il est temps de passer à autre chose. » Mais seulement à la deuxième étape d'un processus qui rencontre 4. On est au milieu, on n'est même pas, on est au début, ou presque au générique de début dans le vécu du deuil. Donc il y a vraiment et c'est là où une souffrance erronée se génère, parce qu'on est en décalage. C'est pas nous qui avons tort, c'est la société qui a tort de dire va plus vite que la musique. C'est pas le cas. Et là, on arrive près de 10, 11 mois après le décès, donc il n'y a plus beaucoup de soutien extérieur. Les gens appellent moins, n'est-ce pas? Hein, ça c'est clair. Il y a des gens qui font ça. Ouais. Il y a moins de support tangible extérieur de la personne qu'on aime, moins de support tangible. On n'arrive plus à se souvenir exactement d'une intonation particulière de sa voix ou d'un grain particulier de la peau de son bébé, on ne s'en souvient plus tout à fait, ou de son poids. On n'arrive plus tout à fait à se souvenir de ce petit truc particulier dans le regard qui était là. Et donc il y a des supports extérieurs qui sont progressivement perdus. Il y a aussi les mécanismes de protection qu'on avait mis au début, qui vont progressivement s'émousser au fil du temps. Et quatrième élément, il n'y a pas encore assez d'éléments de construction intérieure dans le lien intérieur, ce qui fait que, à la fin de la deuxième étape, on est dans un moment où on a l'impression de perdre la personne une deuxième fois. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la troisième étape. Un moment donné où, alors qu'on pensait que les choses commençaient à se stabiliser, ça commence à se casser la figure. Et c'est normal. Et la plupart d'entre nous ne le savons pas. Qu'il y a un moment donné où on entend les gens dire, après 6, 8, 10 mois, ou 11 mois, 12 mois, ce sont les moyennes évidemment, ils disent c'est pire maintenant qu'au début. On m'avait dit qu'avec le temps, ça irait mieux, mais avec le temps, ça s'aggrave. Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire pour que ça aille mieux? Or, il n'y a rien de particulier à faire, c'est juste la dynamique propre du processus. Mais si on l'ignore, on peut réellement paniquer en se disant mais c'est pas possible, là je fais tous les efforts pour aller mieux et ça se dégrade. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'entre dans un deuil pathologique, enfin toutes ces bêtises qu'on peut se dire ou que l'entourage peut dire. Or c'est complètement normal. Et c'est l'entrée dans cette troisième étape qui pour moi est la phase la plus douloureuse du deuil, à distance, parfois même à 1 an après le décès. Pour moi, ça commence vraiment là. C'est le moment où il y a le manque avec un grand M, le vécu de l'absence avec un grand A. Je suis désolé pour ceux d'entre vous qui viennent de perdre un proche, mais autant anticiper la réalité du processus. Ce n'est pas oiseau de mauvais augure en disant ça va aller moins bien après, mais plus on a la connaissance du processus, plus quand les choses surviennent, on sait en connaissance de cause. La connaissance ne permet pas de faire l'économie de la souffrance, n'est-ce pas? C'est parce qu'on sait qu'on a moins mal. Mais au moins, on peut être rassuré à un certain niveau que le chemin qu'on est en train de suivre, on n'est pas en train de se perdre dans des chemins de traverse. On est sur le chemin, même s'il y a la souffrance à parcourir ce chemin-là. Mais au moins, on sait qu'on est dans quelque chose qui est cohérent, qu'on n'est pas en train de partir en vrille dans quelque chose qui va être dangereux pour soi à long terme. Et cette troisième étape, je suis loin. Cette troisième étape, ça continue. Cette troisième étape, c'est ce qu'on appelle la phase de déstructuration. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Déstructuration, c'est il y a progressivement une perte de tous les repères qu'on avait construits auparavant. Et là, vous savez, c'est comme s'il y avait un ventilateur au plafond. L'électricité, c'est l'énergie de la relation. Ça tourne. Au moment du décès,
l'électricité s'arrête. Mais le ventilateur, il ne s'arrête pas de tourner pour autant. Il continue sur sa lancée. Ça, c'est la deuxième étape. On continue sur la lancée de la relation dans laquelle on était pendant plusieurs mois, 6, 8, 10 mois. Et on a l'impression que ça pourra continuer comme ça tout le temps. Or non, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête, le ventilateur. Et c'est la troisième étape. On se dit, la prise de conscience très intime, dans toutes les strates de soi, on se dit, non, cette personne ne reviendra plus. Et ça, c'est pas que dans la tête, on commence à le sentir dans le cœur et dans les tripes. Et c'est pour ça que c'est le plus douloureux, parce qu'en plus, quand on tend la main, il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup de support. Et ce temps-là est un temps qui a une tonalité dépressive, pas une dépression. Je l'appelle vécu dépressif, parce que c'est un temps incontournable. Vous savez, même quand j'accompagne des personnes qui sont en deuil, je l'anticipe cette période-là, et j'en parle très souvent avant. Pour que quand ça survient, les gens se disent « Ok, vous m'en avez parlé, c'est hyper douloureux, mais c'est quelque chose qui est connu. » Et c'est une évolution qui est « Je vais mieux, je vais moins bien, je vais me moins bien » sur un mode dépressif ou moins envie de faire les choses. Fatigué, ça fatigue le deuil. On est dans la deuxième année, première année, deuxième année. C'est fatigant physiquement. Il y a toute une biologie du deuil. C'est plus envie de faire les choses. Et les choses perdent leur sens progressivement, et on est en porte-à-faux avec ce double visage où il y a la société qui nous demande « ça va ?» et tous les gens ont envie qu'on dise « ça va ». Et on rentre à la maison et on s'effondre en regardant les photos de son compagnon, de sa compagne. Et ce temps-là, il y a un temps de profonde solitude. Il n'y a plus beaucoup de proches. Il n'y a plus beaucoup de gens qui mentionnent le nom de la personne qu'on a perdue, et on a l'impression que comme ça dure longtemps, plusieurs années, sachez-le, plusieurs années, on a l'impression, même pas l'impression, la certitude que maintenant ce sera tout le temps comme ça. Qu'on va être figé là-dedans à tout jamais. Et on oublie que c'est un processus et que les choses continuent dans les tréfonds de l'être, dans les tréfonds de l'inconscient, à travailler, même si ça travaille de façon extrêmement lente, extrêmement douloureuse, avec l'impression de tourner en boucle encore et encore, d'enquiquiner tout le monde, d'enquiquiner ses enfants, ses proches, et dans une espèce de calme désespérance, il y a quelque chose qui chemine. Il y aurait plein de choses à dire sur cette troisième étape, mais on arrive sur la quatrième, et ce n'est pas un truc joli pour faire un happy end, comme dans les films américains, c'est une réalité. La quatrième étape, ça survient des années après. Je ne vais pas vous dire 6 mois, c'est des années après, il faut vraiment être clair. Et il y a quelque chose qui s'installe par petites touches au début, c'est très imperceptible. Mais il y a progressivement quelque chose qui se passe intérieurement, à 3 niveaux, je dirais. Premier, une redéfinition de son rapport aux autres. Le rapport, on devient de moins en moins en colère par rapport aux autres, parce que Dieu sait si on est en colère pendant les 1, 2 et 3e étape, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais moins de colère, on se définit différemment. Par exemple, une maman qui avait son petit avec, elle allait au square, elle était avec les autres mamans, elle avait un réseau social, elle avait une identité de maman avec un petit dans ce square. Si son petit décède, elle ne va plus dans le square. Et donc, il y a un changement d'identité, elle a d'autres amis, elle ne va plus les voir. Elle doit se réajuster à un autre monde. Une personne qui avait épousé un notable dans le village, une jeune femme ou un jeune homme qui épouse, enfin plutôt une jeune femme d'un notable du village, ce notable décède, elle devient veuve machin, et peut-être un certain statut, avec des bénéfices secondaires d'être veuve machin. Et puis elle tombe amoureuse après, je sais pas, 4 ans, 5 ans d'un autre monsieur, elle l'épouse, et elle change de village, et elle perd. Il y a des pertes secondaires aussi, des pertes d'identité, qui fait que cette redéfinition par rapport au monde, c'est aussi un travail intérieur de réajustement d'identité. Deuxième temps de cette quatrième étape, c'est redéfinition de la relation avec la personne qu'on a perdue. Et c'est là où on commence, et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas, quelque chose de l'ordre d'une présence qui ne dépend pas du temps, ni dépend pas du lieu, c'est hors du temps et de l'espace, une expérience de présence intérieure de la personne qu'on a perdue, qui fait qu'on peut s'autoriser parfois à ne pas y penser, on sait qu'elle est juste à une pensée de soi. Et c'est quelque chose qui est une réalité, qui est décrit par les personnes. Et quand je parle de ça aux personnes qui sont dans la 3e étape, personne ne me croit. Je dis, mais non, pas moi, les autres oui. Pas moi, c'est trop douloureux, ça fait trop mal, c'est un suicide, monsieur. C'est des circonstances abominables, pas moi.
Moi, c'est l'exception. Et ben, en travaillant, on arrive à ça. C'est une vraie promesse, mais il y a un vrai travail derrière. Et enfin, la troisième temps de cette quatrième et dernière étape, c'est redéfinition de soi par rapport à soi. C'est qui je suis devenu en tant que personne par ce chemin-là. Et il y a tous les crans de reconstruction possibles, parfois 2-3 crans en dessous de qui on était. C'est une reconstruction. Ou 2-3 crans au-dessus de qui on était, peut-être dans une ouverture du cœur, peut-être une dimension spirituelle qui s'ouvre, là où on revient pas comme avant, jamais comme avant, et ça se terminera jamais. On ne pourra jamais être comme avant, mais on sera toujours dans un... Il n'y a pas de fin de deuil. Faire son deuil, vous rayez ça de votre vocabulaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire faire son deuil, c'est absurde, ça ne veut rien dire, mais cheminer dans son deuil et cheminer au fil des années. On a perdu son petit garçon à 6 ans, 10 ans après, il a 6 ans en soi et il a 16 ans. On a perdu son compagnon à 40 ans, 10 ans après, il a 40 ans et 50 ans. Donc il y a vraiment ce cheminement-là, et de là après, c'est ça, ce chemin de deuil dans ces étapes. C'est très très vite, mais c'est en essence, c'est cela, et on voit l'essence de ça, donc passer d'une relation extérieure à une relation intérieure. Waouh. Est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que c'est un processus, je dirais, d'intellectualisation passive en disant bon bah j'ai bien compris ce qu'on vient de m'expliquer pendant cette conférence, maintenant je vais méditer dessus, ou est-ce qu'il y a des choses à... Moi je médite rarement quand je me suis blessé sur la peau qui se cicatrise. En revanche, ça, je n'ai pas d'impact là-dessus. Ça se fait. Il y a vraiment une confiance intrinsèque que ça se fait. En revanche, ce que je peux faire, parce qu'on est beaucoup dans une société du faire, et puis je suis un gars, les gars, ils aiment bien faire des choses, c'est de pouvoir mobiliser le plus de ressources intérieures, extérieures, pour accompagner du mieux possible. Hein. Par exemple, s'il m'appelait, je la laisse au grand vent sans mettre un peu de stéristrip ou des points, ou si je me roule dans la terre comme ça et que j'y prête pas soin, bah, elle risque de s'infecter, elle risque de faire une mauvaise cicatrice avec des déformations. Voilà, j'y pense pas, mais je ne crée pas les conditions pour accompagner ce processus qui se fait tout seul. Mais si je nettoie, je mets des stéristrips, je mets un pansement, je nettoie régulièrement, là j'accompagne et la cicatrice sera toujours là, à tout jamais, mais au moins elle sera de bonne qualité. Donc ça se fait, et ça se fait avec des conditions. Et les proches sont le facteur déterminant pour le bon déroulement de cela. C'est là où le bas blesse peut-être, parce que même s'ils sont de la meilleure intention et dans de meilleures dispositions, au bout de 12 mois, effectivement, ils commencent à ne plus être disponibles du tout pour ça. Donc, ouais, et ils font des bourdes. Des paroles malheureuses. Alors le truc, bon, tu es encore jeune, tu pourras te remarier. Faut faire un autre enfant. Bon, mais tu as déjà d'autres enfants. C'est un best-of, ça. Tu as déjà d'autres enfants. Qu'est-ce qu'on entend comme ânerie aussi? Bon, bah, enfin, etc. Genre d'âneries qui sont là, qui partent toujours du... Ou alors, allez, secoue-toi, moi je suis ta copine, je suis ton copain, je ne veux pas t'essayer de morfondre là-dedans, allez, on va vider la maison de toutes les affaires de ton mari, hop, hop, hop. Non, ça fait juste 3 mois, j'ai besoin un exemple, hein, d'entrer dans l'armoire et de me mettre entre ses vestons. Et de rester là. Quand on raconte ça aux copines, on dit tu fais ça là? Et alors que oui, on fait ça. Mais il y a une telle méconnaissance de ce qui se passe, des besoins fondamentaux qui sont là, qu'on arrive à mettre une étiquette pathologique sur ce qui est complètement normal et même, je vais plus loin, souhaitable dans le processus. Hein. On a besoin de supports tangibles avant d'avoir le support intérieur. Donc, les autres, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des discours sur le deuil pour, lentement mais sûrement, il y ait un changement d'attitude. Et moi, je crois que le plus gros changement d'attitude, c'est une conscience de temps. Hein, là où le bas blesse, c'est qu'on veut que ça aille trop vite. Si les personnes intégraient qu'il faut beaucoup plus de temps, que le premier anniversaire du décès, 1 an après, est un temps hyper fragile, où se réactive tout ce qu'on a vécu 1 an avant,
que 2 ans après, c'est la même chose, que 3 ans après, c'est la même chose, et parfois avec la même intensité, parfois pire. Si on le sait, on accompagne ça, on est présent. Si on sait que même 1 an et demi ou 2 ans ou 3 ans après, à un repas, on lève un verre, un repas Noël, on dit à Sébastien, le petit Sébastien qui est mort il y a 3 ans et dont personne parle, ben, on fait juste du bien. Et les gens se taisent parce qu'ils ont la méconnaissance, disent « mais on va remuer le couteau dans la plaie », comme si la maman qui a perdu son petit, après 3 ans, il n'y pensait plus. C'est aberrant, quoi. Non, on ne va pas lui rappeler son enfant, mais il pense tous les jours à son enfant. Il y a quelque chose de véritablement apaisant et rassurant de savoir qu'on n'est pas la seule personne à porter le souvenir de son enfant, ou de son compagnon, ou de son papa, ou de sa maman. Et il y a vraiment des petites choses, c'est des petits détails qui, mis bout à bout, font la différence et extraient, quand on est dans cette peine-là, extrait de ce sentiment de solitude intrinsèque. Le deuil, c'est un processus de solitude ultime. Okay, ça nous ramène, mais ça c'est qu'on le veuille ou non, hein, c'est un mouvement centripète. Ça nous ramène toujours au cœur de l'intime de nous. C'est là où il y a une solitude ultime, la solitude fondamentale, la même solitude qui est la nôtre quand on est, et qu'on est entouré de femmes, de sages-femmes et de plein de médecins, on est quand même tout seul à naître, et c'est la même solitude à l'autre bout de la vie quand on va mourir, même si on est entouré de tous ses proches, de l'amour de ses proches et des soignants. Cette solitude fondamentale, il y a plein de circonstances dans notre vie où on y est happé. Le deuil, c'est une des circonstances où on va dans cette solitude, où on sait qu'on est seul. Et c'est un lieu, et c'est là, dans ce tréfonds que parfois on a peur, une terreur de rencontrer, de s'installer là-dedans, que se distille la peine, mais aussi que se distille le lien. C'est là, le lien intime, c'est dans ce lieu-là, d'ultime solitude dont on a peur, que se construit le lien. C'est pour ça que dans le vécu du deuil, il est essentiel d'être en lien avec les autres pour le réconfort, la tendresse, de l'écoute, mais de se ménager des temps où on est seul avec soi-même dans ce lieu d'élaboration où se distille le lien, lentement, au fil des années. Et c'est aussi le lieu, hein, allons-y, hein, même si je suis psychiatre, c'est le lieu de la spiritualité. C'est là où va se construire les ébauches de sens qu'on va pouvoir commencer à donner, c'est là où se construise le lien, un lien qui ne meurt jamais. Donc il y a la solitude structurelle au deuil, même si vous êtes en couple, hein, d'ailleurs, votre compagnon ou compagne est dans cette solitude, le compagnon et la compagne. Et vous prenez, vous prenez une grosse boule. La boule, c'est vous. Et au milieu de la boule, le centre de gravité de la boule, c'est l'ultime de vous, le cœur de vous. Ça, c'est si vous avez perdu votre petit. Et ça, c'est le papa et la maman, qui est aussi le cœur du cœur d'elle-même. Vous collez les deux boules ensemble, aussi proches soient-elles, il y aura toujours une distance entre les deux points centraux. Donc il y aura toujours une distance structurelle entre deux personnes qui sont en deuil. On ne peut pas se rejoindre. Et il n'y a pas un bug, il n'y a pas une erreur de casting sur le conjoint. Non, c'est juste que structurellement, il y a et donc pas en vouloir au compagnon ou à la compagne, il dit mais attends, c'est la personne que j'aime le plus au monde et tu n'es pas là. Tu n'es pas là, je ne te sens pas là. Ben non, parce qu'il ne peut pas y être. Et le seul pont, c'est la tendresse, c'est l'amour et la compréhension de là où est l'un l'autre. Encore faut-il pouvoir comprendre qu'il y a un processus et l'apprendre. Ce n'est pas un savoir intrinsèque, hein. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre pour cheminer. Tout ce que vous dites est vraiment extrêmement déculpabilisant sur voilà, notre entretien et notre rapport à la douleur. Vous parlez aussi dans vos textes de cette dépendance du lien et de cette étape où peut-être on va un peu trop loin. Comment est-ce qu'on jauge si le fait d'aller dans l'armoire et de se coller contre les vestes de son mari, c'est bien? Comment est-ce qu'on sait où à un moment il faudrait peut-être s'arrêter? C'est quand cette recherche de l'autre parasite le fonctionnement de vie. Parce que là, on parle de deux choses, en fait. Quand on parle de travail de deuil, il y a 4 tâches. Ce n'est pas différent des étapes, c'est les 4 tâches. Tâche veut dire travail. Hein.
La première, je n'arrive à votre question. La première, c'est de pouvoir reconnaître la réalité du décès, accepter la réalité du décès. Entendez bien, hein, pas accepter le décès, parce qu'il y a des décès dans leur forme qui sont inacceptables. C'est accepter la réalité, la simple réalité que ça s'est passé. Hein. Et ça met du temps. On est très souvent dans une dimension incroyable, qu'on ne peut pas croire, même après un an et demi. Donc il faut cheminer pour pouvoir prendre conscience que oui, il n'est plus là, elle n'est plus là. Deuxièmement, deuxième tâche du deuil, mais ça c'est ce qu'on sait habituellement, c'est l'expression des émotions. Encore et encore et encore. Et juste, il y a un exemple. Avec un bouquin. On dit souvent à quoi ça sert de parler au cours du deuil. Hein, c'est ça, on dit à quoi ça sert, c'est complètement inutile, ça ne va pas revenir ni mon compagnon, ni mon enfant, ça ne sert à rien. C'est les hommes qui disent ça souvent. Et on peut proposer une image pour dire, mais quel est le sens de parler encore et encore, de revenir encore et encore sur des trucs douloureux quand même. Eh bien, il y a une image qu'on peut prendre. Imaginez que ça, c'est le plus beau livre, la plus belle histoire d'amour jamais écrite au monde. Quand vous lisez cette histoire-là, à chaque page, ça vous arrache le cœur tellement c'est beau. Il y a vraiment, c'est très émotionnel, vous pleurez. Enfin, voilà, jusqu'au bout, c'est super beau. Vous arrivez à la fin. Et vous recommencez aussitôt. Et vous relisez. Et à nouveau, vous pleurez. C'est hyper touchant. Ça vous bouleverse et tout. Et vous arrivez à la fin. Et vous recommencez encore une fois. Et là, oh là, j'ai pas vu ce passage-là. Et vous repleurez là. 1 fois, 10 fois, 1000 fois le même livre. Qu'est-ce qui se passe à la 1000e une fois ? Ah, j'aime bien ce passage-là. Ça, c'est bien. Ouais, super. Ah là, bien écrit, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a rien, il n'y a pas une virgule qui a été changée. Donc, il n'y a pas d'oubli. D'accord ? Deuil égale oubli. On digouille cette notion qui ne veut rien dire. On a au contraire intégré l'histoire. Et qu'est-ce qu'on a fait en revenant encore et encore, de façon quasi obsessionnelle sur les mêmes choses ? On arrive à progressivement user. Pas d'histoire, mais on use encore et encore la charge émotionnelle qui rend le livre bouillant si on ne l'ouvre jamais. C'est ça une partie du travail de deuil. Si ce n'est pas le travail de deuil, ben c'est ça notamment. Revenir encore et encore sur le même récit de l'hôpital, des derniers instants, de la maladie, de la découverte du suicide de son compagnon, etc. Encore et encore. De qui était cette personne-là, encore et encore. Et on va bien sûr amener des émotions, amener de la douleur. Mais c'est comme si vous étiez avec une infirmière qui nettoie une plaie d'un grand brûlé et qui, pour faire du bien, fait du mal, en enlevant les peaux mortes. Vous n'êtes pas tombé sur une sadique. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui est ancré dans la conviction qu'en faisant ce mal-là, elle va accompagner la cicatrisation pour avoir une plaie qui sera la plus fonctionnelle possible. Une cicatrice, pardon, la plus fonctionnelle possible. Et c'est la même chose quand vous vous demandez ou quand des proches vous demandent « raconte-moi » encore et encore, vous usez progressivement l'émotionnel et progressivement vous apprivoisez cette souffrance-là. C'est ça le sens de parler encore et encore. Parlez, ou messieurs, écrivez, si vous ne voulez pas parler, mais faites venir encore et encore les choses. Donc ça, c'est la deuxième tâche. La troisième, pour arriver à votre question, c'est préserver le lien. Une des tâches du travail de deuil, c'est préserver le lien de façon adaptée avec la personne qu'on a perdue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenir ce qui est de l'ordre du lien, alors qu'il y a quelques années, quelques décennies, on était dans un discours complètement inverse sur le deuil. On disait le deuil, c'est couper les liens. On sait maintenant, parce qu'il y a des recherches de fond qui ont été faites, que ce n'est pas ça, que c'est restaurer le lien de façon appropriée par des actes qu'on peut poser pour honorer la personne, par des engagements qu'on peut faire, par des choses qu'on fait au nom de la personne, parfois par des objets, certains objets qu'on garde sur soi et tout, etc., par le fait d'aller au cimetière régulièrement, etc. Mais en même temps, parallèlement, cette quatrième tâche qui est de réinvestir le monde extérieur. Mais on ne peut réinvestir le monde extérieur que si on a l'assurance qu'on a le lien intérieur. Sinon, on a l'impression d'abandonner. Et c'est hyper culpabilisant. Sinon, on a l'impression de perdre, on a l'impression de trahir, on a l'impression de laisser de côté. Donc, il faut mener les deux en même temps, à la fois préserver un lien. Si on a besoin d'aller au cimetière, là, je vous parle surtout de la troisième étape, hein,
toutes les semaines, voire parfois tous les jours, oui, mais en même temps, faire en sorte que tout ce qu'on fait pour préserver le lien et le construire au fil du temps ne vient pas parasiter le fonctionnement quotidien. C'est essentiel qu'il y ait un juste équilibre entre les deux. Là où il y a un problème, c'est quand l'un parasite l'autre. Par exemple, quand une maman refuse de partir en vacances ou même refuse de déménager alors que son compagnon, par exemple, a une promotion à l'autre bout de la France parce qu'il y a le cimetière qui est là et elle veut pas, elle y va tous les jours, elle y passe 3 heures tous les jours. Là, c'est un dysfonctionnement qui est inapproprié, où là, quelque chose ne se fait pas. Ça peut être dysfonctionnel quand il y a une culpabilité gigantesque par rapport à un suicide, par exemple, ou une culpabilité tellement importante que ça fige la personne dans quelque chose où elle ne peut plus bouger. Et elle est dans une tentative de recherche de pourquoi obsédante, encore et encore et encore. Et là, il y a quelque chose qui devient dysfonctionnel. Grosso modo, c'est quand il y a un obstacle, une inhibition à une avancée dans son existence, parallèlement au lien avec la personne. Donc, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. C'est juste le mode de fonctionnement. Est-il approprié et adapté par rapport à moi, par rapport à mon avancée dans mon existence sans cette personne que j'aime? Est-il adapté aussi en fonction de mon environnement, mes enfants, mon conjoint, mon travail, mes amis, ma vie au sens large? Si la vie est bloquée par ça, il y a quelque chose du processus qui ne se fait pas et c'est peut-être important de se faire aider à ce moment-là. Et justement, se faire aider dans les gens qui viennent vous voir ou les gens qui peuvent consulter ou qui peuvent s'interroger ou avoir envie de parler autour de ça, est-ce que la notion du sens, de la mort, de la vie se pose souvent? Est-ce que la question sur l'après se pose souvent aussi? La question du sens, elle est au cœur de ça. C'est d'autant plus présent que la mort est absurde, qu'il y a des circonstances complètement absurdes ou violentes. C'est plutôt, parfois, il y a tellement de souffrance, la souffrance est tellement là devant soi qu'on n'a aucune perspective. C'est peut-être plus au fil du temps, quand on chemine vers la fin de la 3e étape, 4e étape, où la souffrance commence à être un petit peu plus à côté de soi. Elle est là, elle reste là très longtemps, mais au moins elle a une perspective, c'est à côté. On peut voir une existence, on peut construire quelque chose. Mais et c'est là où on peut commencer à élaborer des sens, comme je disais, redéfinition par rapport à soi-même, qui je suis devenu et qui je suis devenu à cause et aussi grâce à ce qui s'est passé. Et ça, c'est audible uniquement quand on est à la 4e étape. Hein. On ne peut pas concevoir qu'il peut y avoir je mets des grosses guillemets, des gains au fait d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime. Dans le premier temps, c'est inconcevable. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre en soi et qui peut être de l'ordre je suis quelqu'un de différent à cause et grâce, cette disparition-là. Et c'est là où il y a le sens. Quel sens ça a? Et c'est un vrai boulot, parce que je ne crois pas qu'intrinsèquement il y ait du sens aux choses. Le sens, hein, comme Sartre il dit, ça se construit. Et parfois, quand les situations sont tellement absurdes de violence ou pas de sens, construire quelque chose qui veut dire quelque chose, ça prend énormément de temps. Et là, quand vraiment on ne parvient pas à le trouver, se faire aider peut être aussi utile. Et vous parliez des proches tout à l'heure. Quelles peut être les réponses que l'on donnerait à un ami, à un proche qui vient nous dire « je viens de perdre ma femme, mon mari, mon enfant ». C'est absurde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous avez 2-3 heures là devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, juste une étude qui a été faite il y a très longtemps au Saint-Christopher Hospice à Londres. On a demandé à des veufs et veuves, je crois plus de 2000 veufs et veuves, à distance, plusieurs années, hein, très très loin après le père de leur conjoint, de faire une liste de tout ce qui les avait aidés, par priorité. On a réuni toutes les données, on a fait une espèce de top 50 de ce qui aide. Le premier item, donc, qui est maintenant, après d'autres études qui ont confirmé ça, considéré comme vraiment le premier facteur positif, pronostic positif dans un déroulement de deuil harmonieux, c'est, écoutez la formulation, la perception subjective d'un réseau de soutien de qualité. La perception subjective, donc on peut être entouré de plein de gens, mais si subjectivement on n'a pas l'impression d'être aidé, ça ne sert à rien. La perception subjective d'un réseau, un réseau c'est plus de 3 personnes, pas une personne. De soutien de qualité, ça veut dire
de qualité veut dire sur la durée, en dépassant ces croyances que le deuil c'est 4 saisons. C'est joli dans la formulation, mais ça ne veut rien dire. C'est sur la durée, et c'est quoi? C'est une présence qui est parfois juste du silence, juste être présent à la personne. Mais il y a aussi des trucs à dire. Et je vais vous donner très brièvement un kit de survie relationnelle pour pas partir en courant quand quelqu'un vous dit j'ai perdu un proche et je ne sais pas quoi faire. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire que d'être abandonné alors qu'on vient de s'ouvrir à quelqu'un en disant aide-moi, dis-moi. Et ce petit kit de survie, c'est tout simple. C'est 3 questions, 5 tiroirs. Je fais vite. La première question, ces questions sont construites, non pas un concept psy, comme ça, théorique, non, ça répond aux besoins. Et si vous voulez prendre soin de vous-même, c'est peut-être aussi vous-même, vous posez ces questions, mais aussi de quelqu'un que vous accompagnez, c'est répondre à des besoins fondamentaux. Le premier, c'est qui as-tu perdu? Qui as-tu perdu? Parle-moi de la personne et parle-moi de la relation que vous aviez. Et là, c'est montre-moi les photos. Parle-moi d'elle, ses zones d'ombre, de lumière, ses qualités. Qui était cette personne qui faisait qu'elle était unique au monde? Et quelle était cette personne qui fait que votre relation était unique au monde? Ça ne veut pas dire qu'elle était forcément harmonieuse, mais parle-moi de la relation, de ce qui s'est passé entre vous. Et là, évidemment, vous allez faire pleurer. Évidemment, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lire le livre encore et encore et encore. Parle-moi 6 mois après le décès, parle-moi 1 an après le décès, parle-moi 2 ans après le décès. Qui as-tu perdu? Parle-moi ça. Deuxième question. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Et là encore, toujours les mêmes choses, c'est les mêmes idées, c'est un peu obsessionnel comme façon de penser, mais c'est la même chose. Raconte-moi ce qui s'est passé. L'accident, l'hospitalisation, le chemin de la maladie, les circonstances de découverte de ton enfant. Encore le récit très factuel, encore et encore et encore. À un moment donné, si vous êtes présent pendant longtemps à ce besoin-là, en posant cette question-là, vous verrez qu'il s'est en vous, qu'il s'estompe. Il s'appelle ce besoin. On a moins besoin d'en parler à la condition qu'on ait eu l'espace pour en parler. Si personne n'en parlait, on va toujours essayer d'harponner les gens pour dire « il faut que je te raconte » et les gens disent « non, je ne veux pas » et ce besoin reste en suspens. Vous savez, les gens de la personne... J'ai fait des formations dans des maisons de retraite et il y avait des soignants qui étaient là et ils disaient « ah bah oui, Madame Machin, elle sait toujours nous raconter la maladie de son mari. Oh là 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 !» Depuis des années, je lui dis « mais est-ce que vous connaissez l'histoire du début de la maladie jusqu'après les obsèques ?» Non. Ça veut dire que personne, dans toutes ces années, avait répondu aux besoins de cette dame-là, qui n'avait jamais eu une écoute sur l'intégralité du processus, l'intégralité de ce besoin de raconter le récit. Deuxième chose, raconte-moi ce qui s'est passé. Troisième chose, c'est où tu en es. Et des questions, on a les 5 tiroirs à revenir encore et encore. Où tu en es physiquement. Parce que c'est un processus physique, le deuil, c'est épuisant, n'est-ce pas? On est crevé quand on est en deuil. Qualité de ton sommeil, de ton alimentation. Il y a certaines maladies chroniques qu'on avait déjà en soi qui peuvent aussi se réveiller parce qu'il y a une baisse transitoire de l'immunité quand on est en deuil. On est plus facilement malade. Statistiquement, les veuves sont plus malades la première année, les veuves plus malades la deuxième année. Donc il y a vraiment une approche corporelle du deuil. S'il y a des kinés ou des psychomotriciens, parmi vous, on peut aussi aborder le corps en deuil via des massages, acupuncture, soins du corps. C'est indispensable, c'est un psychiatre qui vous le dit pourtant, soin du corps. Deuxième tiroir, comment vas-tu au niveau du corps, comment vas-tu au niveau de tes émotions? Là, c'est ce qu'on a déjà dit, parle-moi de ta culpabilité, de ta colère, de ta détresse, de ton soulagement, parfois aussi, après tout le calvaire de la maladie. Parle-moi de tout ça. Et là encore, vous usez les émotions. Ce qui veut dire que si parfois la culpabilité, comment on se débarrasse de la culpabilité? Parfois la culpabilité, notamment après un suicide, qui est un axe majeur du deuil après le suicide, on se dit mais comment se débarrasser de la culpabilité?
je ne crois pas qu'on se débarrasse de la culpabilité, mais en revanche, en revenant encore et encore et encore dessus, on l'use. On use la charge émotionnelle qui est là et on gardera toujours quelque chose qui est un petit filet de culpabilité qui est là en soi, mais qui n'est plus un hurlement dans ses oreilles à chaque seconde de sa vie. Il y a quelque chose qui est là et on peut se permettre quand même de réembrasser sa vie, voire être heureux, mais il y a toujours ce quelque chose qui est là. Ça ne s'éradique pas, je ne crois pas. Et le résultat de ça, c'est d'être de revenu encore et encore, patiemment, au fil des années, sur user cette culpabilité, mais encore faut-il qu'on ait un interlocuteur pour pouvoir entendre ça sur la durée. Et là, les proches ils doivent comprendre qu'ils sont le réceptacle important de ça. On peut le faire tout seul, mais on a besoin d'un témoin. Le processus de deuil, c'est un processus de témoin. S'il n'y a pas un témoin, s'il n'y a pas ce réseau de soutien, il y a quelque chose qui a du mal. Ça se fait, rassurez-vous, mais c'est plus poussif. Comment vas-tu au niveau de ton corps? Comment tu vas au niveau de tes émotions? Comment tu vas au niveau social? C'est ce qu'on disait. Hein. Quel est ton réseau de soutien? Quels sont tes alliés? Et on dit aussi que ça évolue au fil du temps. Hein. Comment vas-tu au niveau matériel aussi? Imaginez un cas tout bête. Hein. Cette dame dans une maison de retraite, elle a une petite pension et c'est son fils qui complétait la pension. Il meurt. Elle doit quitter la maison de retraite, elle a plus assez de revenus pour rester père de son fils et père de son environnement habituel. Donc il y a des réelles composantes physiques, matérielles au processus de deuil. Et là, s'il y a des travailleurs sociaux parmi vous, vous êtes parfois en priorité sur le front du deuil. Hein, c'est aussi une dimension sociale, socio-professionnelle. Et cinquièmement, où en es-tu au niveau, comment on dit, spirituello, philosophico, machin? C'est la dimension de l'âme où tu en es dans ça. Parce que c'est un chamboulement aussi. On croit en Dieu, on n'y croit plus. On est dans une tradition, on n'y croit plus. Toutes les certitudes, les priorités de vie, ça se casse la figure parfois. Comment on reconstruit ça? Et ça, c'est évolutif. Et c'est les questions qu'on peut poser à la personne. Où en es-tu? Comment tu évolues au fil du temps? Qu'on peut l'aider à élaborer sa pensée. Donc c'est ça. Hein? Et au bout du compte, vous vous rendez compte, quand vous posez ces questions-là, ça peut être juste une petite rencontre de 20 minutes. Tiens, qui as-tu perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu en es? Tac, tac, tac. Mais ça peut être aussi récurrent sur des mois ou des années où on pose les mêmes questions. Et là, vous êtes aidant. Là, vous ne pouvez plus dire « je ne sais pas quoi dire ». Là, vous ne pouvez plus. Maintenant, il ne fallait pas venir. Là, c'est un vrai outil et c'est là où vous répondez aux besoins. Et parfois, vous vous taisez pour rien dire. Parce que des fois, il n'y a rien à dire. C'est tellement... Et on peut même dire, je ne sais plus quoi te dire, et vous serrez dans les bras et vous êtes juste là présent. En invitant aussi la personne à écrire, si elle aime écrire, à se promener toute seule au bord de la mer ou dans la forêt, à se reconnecter avec des choses, à l'inviter aussi à la solitude. Ça peut être la solitude avec vous, à marcher silencieusement, mais il y a quelque chose aussi, vous devez l'inviter, vous pouvez l'inviter, et si c'est vous-même, vous invitez vous-même à aller dans votre lieu de solitude. C'est là que ça se fait. Hein. Ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas dans des dîners tout le temps en ville ou au cinéma ou dans plein d'activités où on est à l'extérieur de soi. C'est utile, mais ce n'est pas là que ça se fait. Ça se fait dedans. Et c'est douloureux d'y aller. Et il y a parfois des démarches de méditation qui peuvent aider, de sophrologie, enfin, tout ce qui est bien pour vous, mais de vous ramener à l'intérieur de vous-même. C'est aussi essentiel que d'être en lien avec les autres, pendant que se construit tout doucement l'autre lien, le lien essentiel avec la personne que vous avez perdue. Mais ça, il se fait au-delà de vous. Mais vous devez accompagner ça. Il se passe plein de choses bizarres dans votre cabinet aussi. Plein de choses bizarres qu'il ne faut pas pousser quand même. Non, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, justement, vous m'avez raconté, à la fois un peu surpris aussi, de découvrir que des phénomènes que vous constatiez dans votre cabinet se produisaient. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se passe en fait? Un petit peu, mais du bout des lèvres. On est à l'INRES quand même, on n'est pas... On est à l'INRES quand même. Hein. Et ça, je vais vous parler de quelque chose, j'en ai jamais parlé en public. Jamais, jamais. C'est ça qui me stressait aujourd'hui. Hein, de parler de quelque chose dont j'ai jamais parlé. Et c'est la première fois. Et je crois même qu'on est en train d'élaborer un travail qu'on va peut-être monter de façon plus structurée autour de ce dont je vais vous parler. Je ne savais pas que ça avait un nom. VSCD. Enfin non, c'est un sigle. Hein, VSCD. Vécu subjectif de contact avec les défunts.
Je ne savais pas que ça existait en tant que nom, alors que j'avais des histoires depuis des années autour de ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont après le décès de la personne, peu de temps après le décès, dans les premières semaines ou premiers mois, et très rarement, d'après des études aussi qui ont été faites aux États-Unis, au-delà d'un an après. Des perceptions sensorielles, subjectives. Donc le mot veut bien dire que ça n'atteste pas, ça n'affirme pas la réalité du contact, mais ça n'infirme pas la réalité de ce contact, où des gens disent « j'ai perçu » soit une présence indéniable, quelque chose qui est d'une présence extrêmement forte de la personne que j'ai perdue, ça c'est le plus souvent. Il y a aussi, c'est assez rare, hein, n'en faites pas une généralité, c'est assez rare, mais ça survient. J'ai entendu une voix, soit une voix qui est extérieure, soit une voix intérieure qui commente, et de façon incontestable pour la personne, il s'agit de la voix de la personne disparue. Troisièmement, il peut y avoir des odeurs d'eau toilette dans la voiture, alors qu'il n'y a pas d'eau toilette à proximité. Il peut y avoir aussi des perceptions visuelles, ou visuelles très partielles, soit très floues, soit... Il y a eu un exemple d'une dame m'a autorisé d'en parler. Je téléphonais à une patiente qui m'a autorisé à en parler d'une présence tellement visuelle, dense, proche d'elle, peu de temps après le suicide de son compagnon. Donc visuelle, olfactive, auditive, tactile, l'impression d'un contact qui est là. Une des caractéristiques de ces récits, peu importe vrai ou pas vrai, on s'en fiche, c'est pas ça l'important, c'est que la caractéristique, ça survient 1 à 2 fois. C'est toujours très bref, quelques secondes à quelques minutes, et c'est toujours dans l'immense... Moi, je n'ai jamais entendu de vécu négatif de ça. Au contraire, il y a un vécu extrêmement positif qui ancre une certitude chez la personne qui en fait l'expérience de quelque chose. Hein, et ça, c'est vraiment... et les personnes n'en parlent pas. Et à la grande différence de quelque chose de rêvé, cette dame-là qui me dit avoir perçu quelques semaines après le décès de son mari la présence dans la chambre, elle dit « je n'avais pas peur et j'ai déjà rêvé de lui ». Donc je sais très bien que la perception de lui onirique dans un rêve n'avait strictement rien à voir avec la perception de lui telle que je l'ai eue en réalité. Cette dame-là n'est pas du tout farfelue, c'est une directrice d'école, et tous les gens qui me confient des témoignages, parfois à demi-mot, parce qu'ils ont peur, ils s'adressent à un psychiatre et ils ont peur que... Hein, mais quand on regarde, il n'y a pas les critères d'hallucination. Une hallucination, ça survient dans un contexte bien spécifique, il y a une détérioration psychique en lien avec ça, un processus psychotique ou quelque chose, et là, il n'y a rien du tout, si ce n'est cette histoire, survenant ponctuellement et souvent sans suite, de façon inopinée, jamais recherchée. Et quand les gens recherchent, ça ne vient pas. Et ce qui est étonnant, la plupart des gens qui m'ont confié ça n'ont jamais souhaité aller consulter un médium pour poursuivre l'expérience. Ça, c'est une caractéristique un peu étonnante. Il n'y a jamais le souci, ça se suffit en soi. Voilà, je peux juste vous confier ça. Et c'est la récurrence, hein, le fait que vous l'entendez une fois, ok, bon. 2 fois, 10 fois, 100 fois, à un moment donné, vous dites là quelque chose. Moi, je fais la différence entre ces expériences vraiment sensorielles, où il y a vraiment quelque chose de très clair, et une autre catégorie d'expériences qui sont beaucoup plus subjectives, je dirais, plus interprétatives. Un papillon qui vient, dit « c'est mon petit ». Un oiseau qui vient se poser, qui vient taper contre la vitre, c'est mon petit, c'est mon compagnon. Une circonstance, tiens, c'est la même musique qu'on a entendue dans telle circonstance. Là, je ne peux pas me prononcer du tout, peut-être que c'est quelque chose, je n'en sais rien, mais il y a tellement, c'est un support de beaucoup d'interprétation, de projection, que de ce cycle vécu subjectif de contact avec un défunt, je mets plus les expériences sensoriellement déterminées, où il y a vraiment quelque chose de l'ordre du non recherché, non spontané, bref
faisant intervenir un sens particulier, induisant un vécu d'extrême sérénité et qui, je dois le reconnaître, accélère, fait sauter des étapes dans le processus. Je dois le reconnaître qu'il y a quelque chose de l'ordre d'intégration et du lien qui va beaucoup plus vite. Hein? Et on peut dire, oui, mais c'est normal, c'est les gens, ils souhaitent voir, c'est la force de désir. Attendez, quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, tout le monde souhaite voir la personne, tout le monde. Et pourquoi ça ne se revient pas sur tout le monde? C'est ça qui est troublant. Pourquoi, dans certaines circonstances, comme pour les NDE, hein, les expériences de mort imminente, il y a plein de gens qui ont des comas ou des accidents où la mort peut être imminente, et il y en a un petit pourcentage qui arrive avec une expérience enfin, vous connaissez le tunnel et tout. Pourquoi? On n'en sait rien. Et ce qui est dans l'étude des NDE peut vraiment se transposer dans l'étude des VSCD. Dans les NDE, Moody dit, il y a ça, il décrit, il n'affirme pas qu'il y a quelque chose. Il y a plein d'hypothèses qui sont des hypothèses biologiques, il se passe des choses dans la biologique, chimique dans la tête de la personne, hallucinatoires ou autres, ou alors d'autres explications plus spirituelles. Mais il pose juste un constat, ça existe. Et maintenant, il y a une légitimité à en parler, et les gens plus facilement parlent de ça. C'est pas, oui, il y a quelque chose après, non, il n'y a pas quelque chose après, c'est juste, ça survient dans l'expérience de la personne en deuil, entre parenthèses, très souvent pour des pertes de conjoints. C'est plus souvent quand il y a une perte de conjoint que ça survient, moins quand il y a une perte d'enfants ou de parents, perte de conjoint. Je ne sais pas pourquoi, dans les études qui ont été faites, ça renvoie ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, et le fait de valider l'expérience permet d'intégrer, c'est ça qui est important au bout du compte, d'intégrer l'impact de l'expérience, réel ou pas, on s'en fout, et on s'en fiche, réel ou pas, dans le chemin de deuil, dans l'intégration, puisque la finalité, hein, quand je travaille avec quelqu'un, la finalité, c'est d'amener à la présence intérieure, qui rend possible les investissements intérieurs sans l'impression de trahir la personne. On peut d'aimer à nouveau notre compagnon ou notre compagne, même si on a perdu son compagnon. C'est ça le cheminement. Donc tout ce qui peut être amené, et cette expérience, je suis obligé de constater qu'elle permet aux personnes d'arriver plus vite à cette intégration-là. Hein, cette dame, je l'appelais Sophie. Peu importe le contenu de l'expérience s'est passée. Ce que je constate, c'est que cette personne, pourtant un suicide dans des conditions vraiment, vraiment abominables, eh bien, il y a un décalage par rapport aux autres personnes, même timing, même circonstance de décès, parce qu'il y a eu quelque chose là qui est là, et elle est beaucoup plus avancée. C'est un constat que je dois faire dans les investissements extérieurs. Elle a la certitude du lien. Ça s'est implanté en elle. Et ça, c'est quelque chose que je suis obligé de constater. Je ne me l'explique pas. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas, je l'utilise. Je l'utilise systématiquement. Maintenant, je pose la question. Je n'osais pas la poser avant, mais je pose la question. Avez-vous ce qu'on appelle des signes? Les gens, ils savent. Hein. S'ils ont eu l'expérience, ils le disent. Oh là là, vous allez penser que je suis complètement fou. 1000 précautions oratoires pour dire, oui, je sais, je suis rationnel, quelqu'un de cartésien et tout, mais, virgule, il faut que je vous raconte ça. Et il raconte, et il y a 1000 histoires. Il y a des histoires aussi, j'ai oublié de mentionner, avec des téléphones, avec des lumières, avec des choses, des appareils électriques qui s'allument alors qu'on n'a pas appuyé dessus. Des choses comme ça, complètement inexpliquées, que je n'explique pas du tout une seule seconde, mais il y a un impact. Et pour moi, en tant que thérapeute, hein, puisque ma vocation c'est d'accompagner les personnes pour les désengager de cette souffrance-là, c'est utile. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est important, hein, essentiel pour moi, dans ça, précieux je trouve, hein, c'est qu'il n'y a pas le désir de reproduire l'expérience. Il l'accepte telle qu'elle est. Et je ne critique pas du tout le fait de consulter des médiums, hein, pas du tout, ne pensez pas ça, mais je suis étonné qu'il n'y a pas le désir de consulter un médium. Parce que, voilà, c'est déjà là. C'est déjà là. La recherche dit OK. Et au bout du compte, dans toutes ces expériences, comprennent les NDE. Les NDE, c'est la personne qui part et reçoit un message, que ce message soit vrai ou pas vrai, en tout cas de dire et comment elle est quand elle revient.
Elle revient avec souvent une ouverture spirituelle, souvent avec une soif d'apprendre, une redéfinition dans les rapports aux autres, quelque chose qui est une tonalité d'amour. Hein, n'est-ce pas, hein, c'est les tonalités de NDE qui transforment les gens comme ça. Ils font envie des fois, hein, dans leur certitude de ça. Là, on a quelque chose d'autre. L'autre côté du décor, non plus la personne qui est morte, mais des proches qui ont une expérience qui dit la même chose. C'est quoi les témoignages des personnes? C'est, il m'a dit, rassure-toi, tout va bien, je suis avec toi, on se retrouvera, ne t'inquiète pas, vis ta vie, reviens à ta vie, etc. C'est ça les messages qui sont là, constamment. Et au bout du compte, quand on les NDE ou VSCD, on a les mêmes messages. Et au bout du compte, c'est comme dans ce proverbe chinois là qui dit quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Hein? Et peut-être on serait bien sot si on regardait que le contenu de l'expérience. Ah, il se passe là avec un truc de fascination. Oh là là, c'est peut-être l'au-delà, c'est juste comme ça. Peut-être. Mais au bout du compte, ça pointe quoi? Ça pointe le fait qu'il y a une direction qui nous est indiquée par des canaux, alors là, complètement étonnants, qui correspondent à une réalité de l'au-delà ou pas. Ce n'est pas le propos, mais en tout cas qui dit comment tu vis ta vie maintenant. Comment tu vis ta vie maintenant que toi qui es revenu et qu'une forme blanche t'a dit, pouf, tu reviens, pouf, on est retourné dans le corps. Ou alors, un proche qui a dit, ne t'inquiète pas, je suis près de toi, et qui invite à vivre ta vie. Vis ta vie. Continue à aimer, continue à grandir, continue. Et c'est ça, au bout du compte, moi, qui est le précieux de ce qui est indiqué. Le contenu, c'est intéressant à étudier hein, pour que les personnes puissent en parler, être légitimées là-dedans. Mais je crois que l'essentiel, c'est la direction qui est pointée et qui, au bout du compte, est une exigence de soi à soi par rapport à ce qu'on va pouvoir faire de son existence. Et en l'occurrence là, faire de son existence maintenant qu'on a perdu quelqu'un qu'on aime. On fait quoi de ça maintenant? Au-delà de tout le travail qu'on a à faire, de construire le lien avec elle, de continuer à éprouver le manque à chaque Noël, à chaque fête des mères, à chaque Saint-Valentin, etc. Mais toutes ces choses-là, ce sera toujours là. Hein. Mais en même temps, parallèlement à ça, qu'est-ce que je fais de éventuellement ce message que j'ai reçu? Ou si je suis inspiré, parce que moi je ne l'ai pas eu, mais que d'autres l'ont eu, je peux être inspiré par ce message-là. Tiens, ça dit tout le temps la même chose au bout du compte. Même si je n'ai pas eu cette expérience de VSCD, et la plupart d'entre nous ne l'ont pas, ça me dit quand même quelque chose sur un axe que je pourrais suivre. De toute façon, je suis tellement démoli que je suis preneur de tous les axes de construction. Donc autant prendre celui-là. Est-ce que c'est bien d'aller voir un médium? Est-ce que ça peut être pas bien? Quel est votre conseil aux personnes endeuillées qui voudraient faire cette démarche? C'est ni bien ni pas bien. Je ne me poserai pas la question comme ça. C'est en quoi c'est utile pour moi d'aller voir un médium? J'en attends quoi au bout du compte? C'est quoi la question que je me pose dans le cœur? Est-ce que j'ai besoin d'être rassuré sur le fait qu'il va bien ou elle va bien? C'est souvent ça. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu es en colère contre moi? Est-ce que tu me reproches telle ou telle chose? Ou moi j'ai besoin de te dire pardon? C'est au bout du compte qu'est-ce qu'on y met dedans? Parce que c'est pas parce qu'un psychiatre dit faut pas y aller ou faut y aller, les gens ils s'en fichent, hein, ils y vont. Mais au bout du compte, là encore, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait de l'expérience? Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience, contact réel ou pas? Comment on l'intègre à tout ça? C'est ça le cœur. Hein. Si on va aller voir un médium, une personne va voir un médium, et je sais si j'ai beaucoup de patients qui vont voir le médium, hein, pas le cacher, et parfois c'est juste une fois, c'est juste un contact, et c'est ok, c'est bon. J'ai reçu un message disant que ça va. Pour moi, ça va. Mais il y a quelque chose d'essentiel. C'est pas parce qu'on a été voir le médium, c'est pas parce qu'on a les réponses qu'on a établi un contact. Pas trop régulier, c'est la seule limite que je fais. Pas quelque chose qui devient toutes les semaines ou tout le temps. Là, il y a quelque chose qui vient vraiment, et là c'est l'expérience qui parle, hein, qui vient vraiment parasiter le processus de deuil. Pourquoi? Juste dans la logique psychologique que je vous ai dit. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce processus de deuil, c'est l'implantation du lien intérieur. D'accord? Quand vous allez voir trop souvent un médium, la relation reste extérieure, et en plus médiatisée par quelqu'un. Donc vous vous empêchez vous-même de pouvoir
externaliser la relation. Ça, je l'ai vu plein de fois chez des personnes qui utilisaient trop les médiums. Il y avait peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas contact. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que dans le processus de deuil, cette démarche-là, qui à un niveau disait « ça me fait du bien », oui, ça faisait sûrement du bien, mais à un autre niveau plus profond, il patinait en termes de processus de deuil. Et ça, moi, en tant que thérapeute, il y avait quelque chose qui disait « faites attention ». Je ne me positionnais pas contre, hein, entendez bien, mais je me positionnais comme thérapeute qui dit là, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'intégrer dans le lien parce qu'après plusieurs années, ça restait toujours extérieur. Là, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ça, c'est un avis psy. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Mais c'est juste un avis psy de freiner. Mais en revanche, s'il y a peut-être parfois juste un contact, une fois, parfois même des années après, hein, juste pour dire, est-ce que ça va? Eh bien, plein de patients le font. Et une réponse dit, ok, ça va. Après, je dis, ok, on intègre ça maintenant comme ça va, sans invalider l'expérience d'aucune façon. Comment on intègre ça? Comment vous mettez ça dans votre vie? Comment vous continuez à avancer? Comment vous continuez à réinvestir votre vie? Comment vous continuez à poser des actes qui vont honorer la mémoire de cette personne qui vous a dit allez bien? Quels actes vous posez? Quelles décisions vous prenez dans votre vie qui va être bénéfique pour vous, pour votre entourage et pour sa mémoire? Et peut-être le lien qui continue là au-delà dans les dimensions subtiles. C'est ça l'essence. Donc, oui ou non, médium, c'est pas la question, c'est qu'est-ce que je vais y mettre et comment je vais utiliser le message que je vais recevoir, quelle que soit sa provenance. Merci beaucoup. De rien.